Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je m'appelle Simba et je suis organisateur professionnel spécialisé dans le jeu de rôle en grandeur nature. À travers les podcasts que je vous propose d'écouter, j'ai l'intention de partager avec vous quelques-unes des aventures et péripéties qui ont parsemé tant mon chemin d'apprentissage personnel que celui de ma vie professionnelle. Ce premier podcast a pour objet de vous raconter ma toute première expérience, ma toute première rencontre avec le jeu de rôle en grandeur nature, avec l'organisation de ce type très particulier d'événement. L'histoire commence, nous sommes en 1997. Avec un pote bien volontaire, nous avons fondé une association avec pour objectif de promouvoir les mondes imaginaires et le jeu de rôle sous tous ses aspects. Bien qu'à ce moment-là, nous n'ayons pas réellement conscience de ce à quoi correspondent tous ces aspects. J'ai un ami qui fait son stage dans un comité des fêtes dans un village de l'arrière-pays niçois. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes. Un village qui s'appelle La Brigue. Il me téléphone et me dit voilà, l'an passé, nous avons organisé la première fête médiévale du département. C'était sympa, mais c'était à peine plus qu'un marché thématisé. On aimerait pouvoir donner vie, donner corps à l'événement, à l'ambiance, au village. Et nous avons pensé qu'avec ton expérience du jeu de rôle, tu pourrais peut-être répondre à cet objectif. Nous avons entendu parler d'une activité qui s'appelle le jeu de rôle en grandeur nature. Alors peut-être tu pourrais organiser ça pour nous. Nous avons quelques milliers de francs à disposition, quelques locaux, quelques costumes. C'est dans un peu plus de 2 mois. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors j'ai accepté la mission, bien que le jeu de rôle en grandeur nature, j'en avais entendu parler. J'avais quelques préjugés sur le sujet, mais je n'avais aucune expérience dans le domaine. Il faut dire que nous étions à la fin des années 90 et que la décennie n'avait pas été tendre avec le jeu de rôle et les passionnés de cette activité. Quelques éruptions télévisuelles et journalistiques avaient fait passer les joueurs de jeux de rôle pour des sectaires, pour des gens un peu enfermés dans leur univers. Tout un tas de légendes urbaines s'étaient créées autour de l'activité. On en avait tous été victimes. Mais moi qui pratiquais le jeu de rôle sur table, le jeu de rôle comme un jeu de société, un simple conte interactif, j'avais moi-même déporté sur les joueurs de jeux de rôle en grandeur nature toutes ces histoires que l'on racontait. Et voilà que je me retrouve responsable, missionné pour organiser un tel événement. Ma première préoccupation fut alors de découvrir l'activité. J'avais devant moi moins de 3 mois pour préparer, donner corps à cet événement et pour gérer son organisation et sa mise en place. Aujourd'hui, avec l'expérience, 3 mois, je dirais, c'est faisable. À l'époque, ça ne m'a pas inquiété et pourtant j'aurais dû être inquiété par le fait que quelques semaines allaient représenter un véritable défi pour découvrir, prendre en main et porter le flambeau de cette activité. J'ai d'abord invité un ami que j'avais, qui avait eu la chance de vivre un week-end de jeu de rôle en grandeur nature. Je lui ai demandé de me raconter son expérience dans le moindre détail. Et dans les moindres détails, il m'a raconté son expérience. Ce fut plus un partage émotionnel qu'organisationnel. J'ai compris que cette activité allait permettre de vivre des choses que le quotidien n'autorisait pas. Le jeu de rôle en grandeur nature, c'est une forme de théâtre, d'improvisation.
On a un personnage, on est projeté dans une histoire, on ne connaît que le début du scénario et il va falloir atteindre des objectifs qui sont spécifiques à son personnage, des objectifs qui sont spécifiques au groupe auquel on appartient et vivre un scénario que tout le monde va partager. Après 2 nuits blanches à me raconter ces expériences, je me demandais véritablement comment j'allais pouvoir matérialiser tout cela. Comment j'allais pouvoir, moi qui n'ai aucune expérience, réaliser cette mission et créer une aventure qui allait pouvoir emporter quelques dizaines de joueurs au cœur d'un monde, au cœur d'une histoire imaginée. Alors, 2 choses, il allait me falloir un scénario et il allait me falloir aussi des règles de jeu. Comment est-ce que les joueurs vont pouvoir créer un personnage, le faire évoluer et interagir dans le cadre de cette aventure? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans cette aventure? Alors pour les règles de jeu, malheureusement, j'ai envie de dire, j'étais un grand passionné de Donjons et Dragons et voyez-vous, les joueurs qui ont été bercés par les jeux des années 80 avaient cette fâcheuse tendance à croire que plus les règles étaient complexes et plus elles allaient être efficaces. Aujourd'hui, je peux affirmer que c'est tout le contraire. Mais me voilà parti à créer un système pour permettre à tout un chacun de donner corps à son personnage, un nom, une histoire, acquérir quelques compétences, quelques capacités, facultés. Et comment interagir dans ce théâtre interactif en grandeur nature, ce jeu d'improvisation? Il allait falloir imaginer tout cela. L'exercice m'a beaucoup plu. J'ai l'esprit qui a brûlé littéralement durant de longues journées, de longues nuitées. D'un autre côté, il allait falloir me trouver un scénario. Alors, premier réflexe, je me suis penché sur l'histoire du village, l'histoire de la vallée, l'histoire du comté. J'ai été servi. Le secteur est riche. La Brigue. La Brigue, ce village s'appelle ainsi parce que c'était un repère de brigands. Dans une vallée où il n'était pas bon être un marchand en transit. Les seigneurs locaux étaient tous des descendants de familles byzantines qui s'étaient installés ici après l'effondrement de l'Empire romain d'Orient. Me voilà chargé de l'histoire de ces familles, me voilà chargé de la dynamique de la fin du Moyen-Âge sur le secteur. Et tout cela, je l'ai trouvé très stimulant. J'ai rédigé des règles de jeu, j'ai couché ma trame scénaristique, structuré la dynamique pour les différents groupes qui allaient incarner les protagonistes et les antagonistes de cette histoire. Et puis, de son côté, le comité des fêtes publie une annonce comme quoi un jeu de rôle grandeur nature allait être organisé durant sa fête médiévale. Je ne m'attendais absolument pas à tout ce qui allait suivre. D'abord, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des joueurs de tout le département, de toute la région et puis de toute la France m'ont contacté pour venir participer à cette aventure. Devant cet engouement, j'étais plutôt rassuré, mais assez rapidement, je me suis retrouvé inquiété. 10, 30, 50, 60, 70 joueurs. Bon, je ne savais pas si j'allais réussir à gérer tout cela convenablement. À un moment donné, quand même, je décide de mettre un peu en pause les inscriptions. Et puis nombre de joueurs m'indiquent qu'ils viendront gérer cela le jour même. D'accord, on ouvrira un stand d'inscription sur place et on verra comment ça se gère. Alors, pour organiser une aventure de jeu de rôle en grandeur nature, je me suis dit que tout seul, ça allait être un petit peu compliqué. J'avais pas des masses de gens autour de moi à ce moment-là. J'ai quand même trouvé 3 potes volontaires qui étaient partants pour m'accompagner dans cette histoire, même très motivés par certains aspects de ce qu'ils pouvaient prendre en responsabilité et gérer.
Tout d'abord, j'avais un ami qui m'a dit: «Moi, je veux bien m'occuper, des vivres, l'organisation, du banquet du samedi soir. Je me vois bien en train, de préparer le repas, un peu à l'ancienne, tiens, j'ai quelqu'un qui peut me prêter un grand chaudron, on pourrait faire, un feu, je pourrais cuisiner comme ça, à l'ancienne avec, en plus, j'ai des contacts avec, le boulanger local, il va nous faire des énormes pains qu'on va acheter au kilo, la charcuterie, le fromage, ça va être sympa. Mon ami Drico, qui m'avait briefé sur, en partageant son expérience sur le jeu de rôle en grandeur nature, me dit: «Moi, je me verrais bien dans un coin, en train de d'écouter les histoires, des joueurs, de faire la connexion entre les uns, les autres, d'improviser quelques scénarii qui vont permettre de donner un peu de profondeur, à ce scénario d'ensemble, que tu as imaginé». Enfin, un autre ami, heu, mon grand poteau Luru me dit: «Écoute, si tu as une taverne, je veux bien jouer les taverniers». Ça me dit bien, de voir un peu, cette ambiance, entre les joueurs et puis, de m'occuper juste de ce petit secteur, une petite responsabilité que je prends avec grand plaisir. Bien sûr, ni moi ni eux n'avaient conscience de ce que cela impliquait et autant spoiler déjà la fin de l'histoire, aucun d'entre eux ne s'est réengagé sur une organisation dans les années qui ont suivi, car l'expérience nous a quelque peu, dépassés. Alors la veille de l'événement, nous arrivons tous les 4 au village. On rencontre, les gens du coin qui, sont très emballés par, le projet et nous proposent tout un tas de choses que franchement, ça a sauvé un petit peu, l'ambiance et surtout les moyens structurels, de l'organisation. On nous a proposé, des salles, des caves, on nous a proposé, un tonneau par-ci, une table par-là, des chandeliers. Bref, on a composé avec tout cela. On a mis en place, une grande taverne dans une immense, salle voûtée, tout en pierre apparente, une salle souterraine magnifique. On nous a proposé une cave, là Drico il dit: «Bah, je vais me mettre là pour, gérer les scénarios individuels, ça me semble pas mal. Ouais, laissez-moi quelques bougies, la table, une bouteille d'eau, ça ira». Si seulement, si seulement nous avions su à ce moment-là ce qui nous attendait. Alors nous n'avons pas été les seuls à arriver la veille. Nombre de joueurs, sont arrivés, se sont installés dans l'espace que nous avions dédié pour, le camp. Un espace, hors jeu, des tentes quechua tout à fait modernes, rien d'immersif. Ce secteur-là n'était pas prévu pour être, un lieu où l'aventure, allait se dérouler. Le village était notre terrain de jeu principal. Je rencontre donc pour la première fois le public des joueurs de jeux de rôle en grandeur nature. Je trouve, là des gens aux origines, professions et tempéraments très variés. Il y a des banquiers, il y a des professeurs, en université, mais il y a aussi, heu, bah, des artisans, des gens simples, d'autres qui paraissent beaucoup plus complexes, et puis on fait connaissance, autour des premiers feux de camp qui s'allument. On déguste, les premiers vins de fruits, vins de fleurs, les vins cuits. La soirée est bien entamée, je sens bien qu'il est temps, de se détacher de cette ambiance festive et d'aller recharger un peu ses batteries. Alors, bien évidemment, je n'avais rien prévu, certainement pas une tente. J'avais 2 couettes avec moi, j'en jette une par terre, elle me servira de matelas. Je me roule dans la seconde, je me pose là-dessus et tant bien que mal, je m'endors en ayant dans mon champ de vision ce feu de camp et ce joueur très volontaire et chanteur qui ne cesse d'entonner,
des chansons paillardes et des chansons médiévales. La bière levée face au feu, l'image me plaît, et ainsi je m'endors. Je m'endors un peu inquiet tout de même, car je me souviens que des habitants de la vallée m'ont contacté en me disant: voilà, nous on aimerait bien incarner un clan ligure, on aimerait bien venir avec nos chevaux. Nous allons partir 2 jours avant. Comme ça, on passe par les montagnes et on devrait arriver le soir de la veille de l'aventure. Et il était déjà tard dans la nuit, on avait passé minuit et les joueurs n'étaient pas là. Il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là comme nous en avons tous aujourd'hui, donc aucun moyen d'avoir la moindre information concernant ces joueurs, où ils en étaient, est-ce que tout s'était bien passé. Quelque part, entre 4 et 5 heures du matin, je suis réveillé par un cheval qui me renifle. J'ouvre les yeux. Alors que ma vision s'éclaircit, j'ai dans mon champ de vision toujours ce feu et toujours ce joueur qui encore est en train de chanter. Sauf qu'il s'est changé, il a troqué son short et son t-shirt contre une armure de plate complète. Son répertoire a évolué aussi. Je reviens à moi avec cette impression d'avoir changé de monde. Je regarde ce cheval qui me renifle et perché sur le cheval, je ne m'attendais pas du tout à cela. Je me retrouve avec indubitablement un guerrier, indiscutablement un grand guerrier en kilt, le corps tatoué sur toutes les parties visibles qui m'étaient offertes, et il était torse nu, il y en avait pas mal des parties visibles. Il tenait à la main un grand étendard avec une tête de cerf qui était plantée sur le dessus de cet étendard. Il me fit un grand sourire de sa bouche édentée. J'ai presque cru entendre teinter l'ensemble des piercings qu'il avait un petit peu partout, sur toutes les parties perçables de son corps. Il n'était pas seul. Il y avait 3, 4 cavaliers, plus le reste du clan qui les avait accompagnés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je fus impressionné. Jamais je n'avais vu cela avant. Du haut de son cheval, il me dit, il me demande: c'est toi, Simba? Oui. Très bien, nous sommes les Ligures. Sois rassuré, nous venons d'arriver et nous sommes déjà prêts pour l'aventure. Le soleil n'était pas encore levé. Je sors de ma couette, je fais connaissance avec ces joueurs et je retrouve autour de moi déjà plusieurs dizaines de personnes costumées, en train de se costumer, tandis que d'autres sont à peine en train de se réveiller. Les premiers rayons du soleil pointent, on décide d'installer un stand pour gérer les inscriptions, et là, on n'était vraiment pas prêts. Moi, je croyais que 60 joueurs, c'était déjà beaucoup. On arrive à 80. Bon, et puis je vois la file d'attente qui sort du village, qui sort du parking à l'entrée du village. Et on enchaîne les inscriptions. Mais que faire de tous ces joueurs? 100 joueurs, 120 joueurs. Ah, c'est pas possible. Alors, un peu paniqué, je décide de fermer le stand d'inscription. Alors bien sûr, certains avaient fait un long chemin pour venir jusque-là, ça a râlé, mais j'étais vraiment paniqué. J'ai appris d'ailleurs que l'ensemble des joueurs que j'ai remerciés ont tout de même participé à l'aventure. Pas besoin de s'inscrire, il suffisait finalement d'enfiler son costume et de débarquer dans l'histoire. Et avec du recul, ils ont bien eu raison. Ça aurait été dommage. La matinée est déjà bien entamée. Je pense qu'il est temps quand même de rejoindre les joueurs qui ont commencé à vivre leur scénario, qui ont commencé à s'imprégner des lieux les uns des autres. Alors que je monte la grande rue en direction de la place du village, je croise la compagnie rouge déléguée par Sa Majesté le Roi pour faire régner l'ordre dans cette vallée infestée de brigands.
je ne suis pas sûr que les mots puissent traduire à quel point je fus impressionné. Un joueur de tambour, un porte-étendard, une dizaine de personnes, en armes et en armoiries, un capitaine, avec une classe sans pareille. Je poursuis mon chemin et je rencontre l'Inquisition. Rien que de loin, ils ont fait monter dans mon dos un frisson qu'il est difficile de retransmettre. Leur bourreau faisait plus de 2 mètres. Il avait une hache, il aurait fallu 4 mains pour la porter. Mais il était tellement grand et imposant. Simplement l'arme posée sur son épaule, l'Inquisition, la garde, le scribe, tout le monde était là. On m'informe alors que ils vont prendre en charge la gestion de la justice divine et royale dans le secteur. C'est là que je me rappelle que j'ai eu la mauvaise idée. Je vais vous dire pourquoi elle était très mauvaise, cette idée. La mauvaise idée d'incarner le noblio local. Je me suis dit peut-être qu'avec une telle place au sein du scénario, ça me permettrait d'avoir une vision d'ensemble et ainsi de pouvoir accompagner les joueurs dans le déroulé de l'histoire. Quelle grave erreur. J'approche de la taverne et là, je me trouve devant quelques ados et jeunes adultes qui ont décidé d'incarner des elfes. Et oui, car en bon joueur de Donjons et Dragons, je trouvais que l'histoire, aussi riche soit-elle, ne suffisait pas. Il fallait que j'y intègre un peu de fantastique, des elfes, des nains, des trolls, de la magie. Impressionné par leur accoutrement, je les félicite et partage mon enthousiasme au début de cette aventure. J'ai pas eu le temps de terminer ma phrase que j'entends en contrebas de la rue un hurlement rauque du genre « Des elfes! Des elfes !» Voilà qu'un joueur, lui-même habillé en nain, ne pouvant contenir son racisme interracial. Oui, les nains n'aiment pas trop les elfes. Et il les appelle les mangeurs de salade. Et là, il rentre dans une rage. Il prend sa hache et son bouclier et se met à charger depuis le bas de la rue. Les pauvres elfes à qui j'étais en train de parler ont littéralement volé en tous sens comme des quilles percutées par une boule de bowling. J'ai été littéralement tétanisé, mais c'était normal, c'était du théâtre, c'était le jeu, ça avait commencé. J'étais peut-être le seul à ne pas encore être rentré dans l'aventure, encore très préoccupé par le lancement de cette organisation, finalement, organisation pour laquelle je ne maîtrisais pas grand-chose. Je rentre dans la taverne, je croise mon ami tavernier. Je le prends quelque peu à l'écart pour savoir comment ça va, comment ça se passe. Il m'explique qu'il est déjà débordé, que ça va être génial, mais qu'il ne sait pas trop comment il va gérer tout ça. Le temps qu'il me dise cela, quelques roublards se sont emparés de la caisse de pièces d'or et ont disparu. Tandis que les nains, rassasiés de la rixe qu'ils avaient créée devant la taverne, commençaient à vider les réserves, les maigres réserves que nous avions prévues. Je décide de sortir de la taverne pour aller m'impliquer un petit peu dans le jeu. Il serait temps. Il est midi passé et je vois bien que tout le monde est déjà bien dedans. J'espère que le scénario que j'ai rédigé va tenir le choc. Il avait été écrit pour une 60aine de personnes et voilà que nous avons plus de 120 joueurs officiellement qui sont en action et qui réellement donnent corps à ce village et portent avec eux un univers médiéval fantastique que je n'aurais jamais espéré découvrir et vivre de la sorte. Je me trouve comme projeté dans un rêve, un fantasme d'adolescent qui est là, bien concret, bien réel et bien matériel. Je décide de relever le menton et d'aller jouer les petits nobliaux, puisque c'était le rôle que je m'étais attribué. Quelle erreur! J'ai pas fait 3 pas
que je sens qu'on m'attrape par le col, qu'on me tire quelque peu en arrière. Je sens quelque chose heurter mon crâne et j'entends compétence assommée. Je réalise que le jeu est bel et bien commencé et j'avais oublié que j'en étais l'un des éléments. Je ferme les yeux et me laisse basculer. Je me retrouve en deux-deux, chargé dans une brouette. Euh, on me transporte à travers le village, on me sort du village, on me monte sur un flanc de montagne que je n'avais même pas eu le temps encore d'admirer. Et me voilà en quelques instants dans une ruine au-dessus du village, entouré de mes chers amis ligures, bien décidés à profiter de la mainmise qu'ils avaient posée sur le petit noble local. Comment vous dire, j'étais un peu le responsable de la coordination scénaristique et voilà que je disparais à peine le jeu commencé. Et cette disparition n'est pas une petite disparition, car la scène de kidnapping et sa résolution ont duré presque 4 heures. Presque 4 heures où le jeu s'est retrouvé livré à lui-même. Heureusement que les joueurs étaient bons. Heureusement que les joueurs étaient impliqués et d'une maturité toute remarquable, car la moyenne d'âge, c'était plutôt des 25-35 ans, je dirais, et au-delà même. Si je n'avais eu que des adolescents et jeunes adultes, je n'ose imaginer ce que cela aurait été. Après de longues négociations, me voilà libéré et de retour dans le jeu. Pour moi, le jeu, c'était 10-15 joueurs qui ont gravité autour de ma captivité, autour des négociations pour ma libération. Je n'ai rien vu de tout ce qui s'est passé. Je redescends donc libéré au village. Je croise l'organisation de la fête médiévale qui semble très satisfait de tout ce qui a eu lieu durant la journée, les animations, les mises en scène, les coups d'éclat, les bagarres, toute cette théâtralisation a magnifié l'événement. Ils en sont ravis, moi aussi, mais je n'en ai rien vu. Mais ça, je ne leur ai pas dit. Alors les événements s'enchaînent et puis le soir arrive et avec la tombée de la nuit, il y a cette tradition qu'ont les villageois de reconstituer une des scènes historiques qui les lie à un village au-dessus, le village de Tende. L'histoire en quelques mots, les gens de la Brigue avaient capturé le seigneur de Tende et ils avaient réclamé une lourde rançon à sa noble dame qui a vidé les coffres du château pour la payer. Mais ça n'était pas suffisant, alors elle a dû prélever un impôt exceptionnel pour libérer son mari. Bref, toutes les richesses de Tende furent déposées à la Brigue et arrivés à la Brigue, les brigasses qu'ils ont dit non, on va pas libérer le seigneur Lascaris. Ça, finalement, on va le garder. Et c'est là que dans l'histoire, les villageois de Tende prennent les torches, les fourches et descendent libérer manu militari leur seigneur à la Brigue. Pour matérialiser tout cela, nous avons tous les villageois de la Brigue, les vrais villageois, qui arrivent en costume, en torche, avec les fourches et tout, pour se présenter devant le château du village et exiger la libération de leur seigneur. Je veux dire que le moment a été un peu tendu. Je ne savais plus qui était joueur, qui ne l'était pas, tout aussi château qu'il soit, la place qu'il y a devant n'est pas si grande que cela. Je veux dire qu'une fois qu'on a un peu plus de 200 personnes qui sont rassemblées là, ça fait serré. Il y a beaucoup de gens en armes et en armure, bien évidemment. Et
Il y a quelques échauffourées qui dérapent assez rapidement en bagarre générale. Alors bien sûr, tout est théâtralisé, tout est géré par les règles bancales de jeu que j'avais établies alors. J'ai trouvé ça très, très impressionnant et je n'ai absolument pas su ni où me placer, ni comment réagir. J'ai juste été victime de l'événement. Comment quoi faire quand on est face à plus de 100 personnes qui tentent de s'entretuer devant un château à la nuit tombée, entourées de torches et de fourches? C'était ma première grande bataille. Et de toute ma vie, je ne l'oublierai jamais. Mais ça n'était pas encore la fin de l'histoire. En effet, les chefs de guerre, arbitrés par l'Inquisition, décident de se retrouver le lendemain devant le château pour régler cette affaire. Et c'est bien cela qui m'a inquiété. Après cette grande bataille, cette grande scène théâtralisée, je fus impressionné par l'interprétation, le roleplay des joueurs impliqués dans cette mise en scène. C'était vraiment magnifique, impressionnant et chargé d'émotions. On s'est tous retrouvés pour le banquet. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais effectivement 3 collègues qui s'étaient engagés dans l'organisation avec moi. Quelle catastrophe, les pauvres. Cuisiner un banquet pour plus de 120 personnes avec un chaudron et un feu. Mais ça a été l'enfer, c'était évident. Mais cet enfer, l'ami Marmiton, il a réussi à y faire face. Ah, il était livide, il restait plus grand-chose de lui. Et là, un festin médiéval s'est alors entamé. C'était magnifique. On n'avait absolument rien programmé. Et pourtant, jongleurs, musiciens, cracheurs de feu, les chants entonnés à l'ouverture et durant le repas, c'était magnifique. Les villageois sont venus nous rejoindre, apportant avec eux leur vin cuit à la cannelle et d'autres merveilles. Je n'avais jamais, ne serait-ce qu'anticipé un instant, la beauté de ce moment partagé, de cette convivialité, la puissance que cela peut représenter. Mais ça n'était pas la fin de l'aventure. Bien évidemment, toute la nuit, le village a été occupé, habité par les joueurs. Ils ne sont pas nombreux à avoir cédé à la fatigue. J'ai appris que certains avaient trouvé l'entrée d'anciens égouts souterrains et qu'ils avaient décidé d'y établir leur camp. Une mafia de roublards locale s'est emparée de la taverne, y a fait régner ses propres lois. Les créatures de la nuit sont apparues. Comment ça, les créatures de la nuit? Nous n'avions pas prévu cela, mais c'est pas grave, les joueurs, eux, l'avaient prévu. Ils ont changé de costume et ils se sont mis à hanter les rues, créant par leur initiative de nombreux scénarios qui ont su ravir les noctambules. Le lendemain matin, voilà que l'ensemble des délégations sont de nouveau rassemblées devant le château. Et ça n'était pas moins impressionnant que la veille. Bien au contraire, on avait une vue claire sur la situation. Je ne sais pas s'il est possible de véritablement, avec des mots, décrire ce que peuvent représenter le rassemblement de tant de personnes équipées de pied en cap au pied de ce château. Comme l'endroit est quelque peu exigu, l'impression de masse, de foule, d'armée était tout à fait concrète, presque réaliste. Trop, j'avais peur, vraiment j'avais peur. Je sentais bien que je ne maîtrisais pas grand-chose depuis le début de cette aventure et que c'est pas maintenant que ça allait commencer. Alors les porte-paroles de part et d'autre s'avancent, ils décident d'éviter une grande effusion de sang et d'organiser quelques duels pour régler la situation. Quelques duels, évidemment, personne n'a envie de perdre. Et aucun des joueurs ici rassemblés n'a envie de s'être rassemblé ici pour regarder les autres bastailler. Personne non plus n'avait prêté attention à ces bougres de Ligure qui s'étaient cachés sur le flanc de la colline adjacente.
et qui, alors que un pourparler venait d'être entamé, décide de se montrer et de charger sur le flanc de l'une des armées. Un hurlement s'entonne alors. « Chevaliers, chargez !» Je crois que mon cœur s'est arrêté. La charge de plus de 60 personnes armées sur un autre groupe, pas moins important. Le choc des boucliers, le bruit des armes qui s'abattent sur les armures et sur les cuirs. Tout cela était beaucoup trop impressionnant pour moi. J'ai levé les bras, je me suis reculé, comme si j'allais pouvoir arbitrer ou gérer quoi que ce soit. J'ai quand même trouvé un rocher sur lequel monter, histoire de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de mourir pour de vrai quelque part. Mais comment faire la différence entre ceux qui jouent les morts et ceux qui le sont véritablement, entre ceux qui interprètent leurs blessures par des hurlements et ceux qui se sont véritablement fait mal? Par chance, il n'y eut aucun blessé. Et cette bataille-là fut l'une des plus impressionnantes de toute ma carrière. Elle était sans fin. Et puis, c'est pas ça, mais il y avait quand même les caméras de France 3 qui étaient là et qui se régalaient, qui étaient là depuis le début des négociations, les duels, tout cela. Oh, oh, oh. Et bien sympathique. Mais quand la bataille a commencé, c'est devenu le chaos. C'était de toute beauté. Les villageois étaient en feu. Ils acclamaient, ils encourageaient, ils hurlaient. Je pense que la plupart d'entre eux avaient vraiment envie de participer. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, car il n'y avait pas d'armes en mousse et en latex pour les armer. La bataille s'est terminée, le champ est jonché de corps et d'agonisants. L'Inquisition organise une grande clôture sur la place du village. Juger les responsables, condamner les coupables. Dans la foule qui assiste à tout cela, sont mêlés les visiteurs, les organisateurs, les participants, les exposants. Tout le monde est costumé. Impossible de faire la différence. Cela représente des centaines de personnes. Et je vois que dans le tas, le jeu continue. Des assassins assassinent, des voleurs détroussent, des marchands négocient. Et l'Inquisition, sur son promontoire, met en application ses sentences. L'aventure est terminée. Les joueurs s'acclament, et ils le méritent bien. Ce fut de toute beauté. Ce que je venais de vivre là. De toute ma vie, je n'avais rien vécu. Aucune aventure de jeu de rôle interprétée autour d'une table n'arrivait à la cheville de ce qui venait d'être achevé. Nous étions livides. Les quelques équipements qui nous avaient été prêtés, nous les avons rendus. On se retrouve alors sur le camp, avec quelques dizaines de joueurs qui ont décidé de ne pas partir. Les amis ligures, qui sont des habitants de la vallée, me prennent à partie et me demandent de ne pas m'inquiéter. Ils ont invité nombre de leurs amis et camarades appartenant à leur communauté, vivant de ci, de là, dans les montagnes. Nous voilà autour d'un feu de joie plus immense que tous les feux que j'ai pu voir. Nous étions un cercle de plus de 60 personnes. Ils étaient encore là, les musiciens, cracheurs de feu, jongleurs et chanteurs. Tournaient alors les tourtes, les vins, les chilums. J'étais livide. J'avais l'impression d'avoir changé d'univers. Et cette soirée de clôture n'était pas un retour à la réalité. Autour de moi se sont rassemblés nombre des joueurs les plus expérimentés qui avaient participé à cette première organisation. Les yeux plissés, le sourire quelque peu narquois, ils posèrent leurs mains sur mes épaules et me dirent « Toi, gamin, t'as l'énergie et la volonté de nous organiser du rêve et du jeu. Ça tombe bien, nous avons envie de vivre ces aventures. » C'était en 1997. Je venais de vivre ma première aventure rocambolesque. Je ne le savais pas encore, mais c'était déjà le début de ma carrière. Cette activité allait être
l'activité que j'allais le plus pratiquer dans ma vie. Ces amis, ces mentors, c'est eux qui ont forgé le métal qui me permet aujourd'hui de pouvoir présenter mes lames affûtées. Je ne les remercierai jamais assez de tout cela. Je dédicace ce podcast à Joe, mon frère de la montagne, à Yo, le padre, et à la guilde des joueurs disparus, qui m'ont transmis la passion du jeu de rôle en grandeur nature, qui aujourd'hui encore remplit mon cœur et ma vie de tant d'aventures. Peut-être vous aussi avez-vous eu une révélation lors de votre première immersion. Peut-être vous aussi avez une passion pour le fantastique, les jeux de rôle et de narration. Peut-être ce podcast est votre découverte de ce que nous appelons GN, pour grandeur nature. Laissez-nous un commentaire, partagez avec nous vos témoignages et impressions. On m'appelle Simba, je suis créateur de jeux et d'aventures, et j'espère que ce premier podcast vous a plu et a su partager avec vous quelques-unes des émotions qui furent les miennes durant ce baptême du feu. N'hésitez pas à me faire vos retours et impressions, je prendrai le temps de les lire et de m'en nourrir. Mesdames, messieurs, acceptez mes plus ludiques salutations et rendez-vous à la prochaine narration.